Et salut à toutes et à toutes et bienvenue dans ce nouveau numéro de GM Web3, l'émission 100% blockchain, chaque mardi, chaque mercredi et chaque vendredi matin à 10h en direct sur Twitter, LinkedIn et sur Twitch. Donc d'où que vous nous regardiez, pensez à vous abonner. Sachez également que l'émission est interactive, donc si vous avez des remarques, des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à les partager dans le chat. Je les relayerai évidemment en direct. Sachez que l'émission est également disponible en replay sur la chaîne YouTube GM Web3 TV et également sur l'ensemble des plateformes de podcast. Là aussi, je vous invite à vous abonner. Ça nous aide énormément. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir comme invité Michael Faust, qui est entrepreneur, formateur en intelligence artificielle, également expert en blockchain Web3, aussi passionné de technologies quantiques. Et je sais que les enjeux de société ne lui sont pas étrangers. On va passer 1 heure et demie ensemble à papoter un petit peu de son parcours et de sa vision de ces différents écosystèmes. Mais avant de démarrer, je vais vous parler évidemment du partenaire de cette émission, l'école blockchain Alira, qui depuis 2019 maintenant forme les talents de demain dans les secteurs de l'IA et de la blockchain. Donc, c'est parfait, c'est complètement dans le thème aujourd'hui, d'autant qu'on y reviendra, mais Michael est également bien sûr formateur dans cette école. Donc, cette école a déjà formé plus de 2400 personnes avec des statistiques assez intéressantes sur le retour à l'emploi. Parce que le but, c'est ça quand on fait une formation, c'est derrière de travailler dans l'écosystème dans lequel on a souhaité se former. Donc, il propose plusieurs types de formations. Vous voyez, aussi bien sur la blockchain, on a du consulting, on a du développement, on a aussi des modules dédiés à la finance décentralisée ou à l'étude de projets crypto. Et puis, vous avez des parcours à l'IA, notamment en matière de consulting et de développement. Et vous pouvez également, si vous êtes entrepreneur, former vos équipes grâce à l'équipe d'Alira. Que ce soit à l'IA ou à la blockchain. Alors, la plupart des formations sont reconnues par l'État et donc elles vous donnent droit aux différentes aides en matière de financement. Donc voilà, ça aussi bien si vous êtes salarié, demandeur d'emploi ou indépendant, et vous pouvez bénéficier d'un financement total ou partiel. Moi-même, j'ai fait la formation en consultant blockchain il y a un peu plus d'1 an maintenant, et grâce à France Travail, puisque maintenant ça s'appelle France Travail, ça ne m'a rien coûté. Donc renseignez-vous, prenez rendez-vous avec eux pour envisager votre formation de demain. Vous voyez, c'est super simple. Et puis en tant que partenaire de l'émission, Alira vous offre 100 € de remise en utilisant le code GRM100. Vous pouvez également utiliser le lien qui se trouve en description de la vidéo sur YouTube ou sur l'ensemble des plateformes de podcast. Voilà, merci Alira évidemment pour le soutien. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on reçoive mon invité du jour, Michael, pour cette discussion passionnante. Salut Michael, comment vas-tu ? Très bien. Salut à toi, Jérémy. Merci déjà pour l'invitation. Et effectivement, je pense qu'on va passer 1 heure et demie à bâton rompu, comme on dit. Alors, c'est vrai qu'il nous est arrivé de nous chamailler un petit peu sur les réseaux, mais en même temps, c'est ce qui fait la force des réseaux sociaux quand ils sont bien utilisés. On y reviendra, hein, bien sûr. D'abord, on va s'intéresser un peu à toi. Je ne vais pas directement t'envoyer dans l'arène. Non, et puis, encore, voilà, le but du jeu, c'est surtout de comprendre un petit peu ton parcours, ta vision, ton expérience sur 3 sujets, mais en vrai, je pense qu'on en parlera de beaucoup d'autres. Évidemment, la blockchain, on va parler d'IA beaucoup, c'est un sujet qui, je sais, te parle beaucoup. Le quantique aussi, les risques associés aussi, le potentiel qu'il peut représenter dans l'industrie technologique. Et puis, si on a un petit peu le temps, évidemment, on parlera des enjeux géopolitiques et sociétaux. Je sais qu'ils sont intéressants et que tu t'y intéresses. Alors, avant, pour celles et ceux qui ne te connaissent pas encore, Michael, donc tu as un parcours très transversal, IA, blockchain, quantique, tout ça, tout ça. Est-ce que tu peux un peu nous raconter ton chemin un petit peu depuis le début rapidement, j'aime bien savoir un petit peu dans quel cadre tu as vécu, quel milieu social. Ensuite, on parlera un peu de tes études. Voilà, fais-nous un petit peu le déroulé. Alors, si on revient à la genèse des choses, je suis bourguignon déjà de naissance. Je suis né en Saône-et-Loire. Du coup, pour être plus précis,
Des parents, enfin, le cadre social était assez humble, hein. J'avais mon père qui était technicien de maintenance chez EDF et ma mère qui est ce qu'on appelle maintenant, alors je ne sais pas si ça avait switché entre-temps, mais assistante maternelle, elle gardait les gamins. Et donc moi, Tu je sais qu'on a vivais... exactement le même background. Ah bah, Ma mère était assistante maternelle agréée. Et mon papa, bon, pas exactement chez EDF, lui, il était dans le privé, mais ouais. pareil, technicien de maintenance. Donc voilà, bah Mm. écoute, Donc il y a un parcours, enfin un milieu social, je manquais de rien, mais il n'y avait pas non plus forcément d'extra à proprement parler. Donc j'étais pas malheureux là-dessus. Euh, Pas malheureux sur cet aspect-là. Après, bon, bah, comme tout le monde, hein, on a eu des enfances avec des hauts et des bas. Je ne sais pas si ça sera bien utile de revenir dessus. Il y a eu des moments compliqués avec une mère malade dont on ne connaissait pas la maladie, parce que c'est une maladie rare, on l'a su bien plus tard. Donc voilà, avec à chaque fois un son lot de bonheur et de malheur familiaux, comme tout le monde en connaît, donc je ne vais pas forcément m'étendre là-dessus. J'ai pas quelque chose d'extraordinaire à raconter par rapport à tout le monde. Non, peut-être ce qui va nous intéresser, c'est effectivement plus l'aspect, comment j'en suis arrivé petit à petit en fait, ouais, ce qui à m'intéresse, aujourd'hui. c'est Hein. est-ce que déjà quand tu étais jeune, est-ce que tu étais déjà un bidouilleur? Est-ce que tu étais déjà un entrepreneur? Ouais. Enfin, en gros, voilà, Alors, c'est plutôt ça. Est-ce que tu as des petites ouais. anecdotes? Entrepreneur, c'est, enfin, Non, quand je dis entrepreneur, cette, c'est quoi? Le ouais, fait de faire des. cette fibre-là est arrivée très tardive. Ok. Par contre, le côté un peu geek, un peu IT, un peu informatique, tout ça, c'est arrivé assez tôt parce que j'ai eu, par contre, la chance, bah, notamment grâce à EDF, qui nous équipait, via le boulot de mon père, qui nous équipait en informatique. On avait, alors, pas sur ça, parce que ça, c'était hérité de mes parents. J'ai eu l'Amstrad à la maison. J'ai eu mon premier ordinateur, c'était un Windows 3.11 avec le premier jeu Prince of Persia, etc. Alors j'étais très très jeune, hein, donc j'arrivais pas à y jouer, j'étais tout petit. Mais j'ai baigné, on va dire, dans l'informatique, sachant que oui, peut-être pour remettre, on va dire, les choses dans leur contexte, j'ai 33 ans, du coup moi je suis né en 91. Euh, donc voilà, je suis pas non plus un vieux qui a pas connu la période sans ordinateur, parce que d'aussi loin que je m'en souvienne chez moi, sauf quand j'étais tout petit, j'ai toujours eu un ordinateur en fait à la maison. Avec l'arrivée d'Internet plus tard, les 10 heures d'Internet via Itinéris, avec le décompte monstrueux. Donc, monstrueux à l'image d'aujourd'hui, ça Non, non, paraîtrait mais c'est vrai complètement qu'on a connu aberrant. ça à l'époque. Moi, je me rappelle avec mes frères et sœurs, on se battait, on avait le droit à 1 heure chacun, C'est ça. et notre père prenait le reste sur les 20 heures. Je te laisse faire le calcul. Mais oui, voilà, on a connu ça. Je pense qu'il y a beaucoup de ceux qui nous écoutent, ils sont nés avec l'internet illimité. Mais avant, non, on avait le modem, on avait un nombre d'heures par mois, voilà, comme voilà. Et même les téléphones portables, hein, à l'époque, Ah bah tout, hein. il y avait des Avec le, unités. Maintenant, tout le monde est illimité. Bon, c'était un autre monde. c'est ça, avec le WAP, l'ancêtre de la Ah, mais les 3G et hors tout. français, je te raconte pas. Quelques C'est embrouilles marrant. familiales Oui, voilà, là-dessus, mais c'est bon. ça. Et donc, un côté geek, alors geek jeux vidéo, mais ou aussi un geek un peu, tu commences à coder des trucs un peu jeune, à bidouiller des machines. C'est Ouais, quoi le Michael mo- geek à l'époque? moins alors, des jeux vidéo, effectivement, mais aussi cette culture plus logiciel que hardware. Je bidouillais pas trop, même si euh, j'aimais beaucoup mettre des trucs sur des disquettes, plus tard graver sur des CD, aux grandes dames encore de mes parents, parce que les CD ça coûtait cher et que il y avait un mode, t'écrivais une fois, le disque était foutu, tu pouvais pas réécrire par-dessus parce que ça coûtait beaucoup trop cher à l'époque d'en avoir qui réécrivait. Donc j'étais plus sur du software là-dessus. Comment dire? J'aimais bien dépanner mes parents, mes grands-parents, déjà assez jeunes, sur l'usage de l'outil informatique. Ça paraît un petit peu con aujourd'hui, mais déjà à l'époque, arriver à démarrer son PC, lancer une session, c'était déjà culturellement, c'était quelque chose de très très nouveau et avec des actions qui sont parfois un peu plus manuelles que maintenant. Donc je me suis beaucoup intéressé, vu que je vivais dedans, à comprendre un petit peu ce qui se passait. Quand on dit un peu geek, un peu hack aussi, peut-être qu'on y reviendra dessus, mais j'ai une fibre hacking, même si je l'ai un peu perdue avec le temps, qui était aussi très présente. Je me souviens de pare-feu, enfin de contrôle parental qui était mis sur mon PC quand j'étais jeune ado. Bien entendu,
chose que j'ai faite sauter au bout d'une semaine sans que personne s'en rende compte, parce que c'était à une époque où le mot de passe était stocké dans un fichier en dur quelque part sur le disque. Donc en fait, j'avais pas besoin de supprimer les horaires, etc. J'avais juste à connaître le mot de passe, à tout remettre comme c'était avant. Comme ça, quand mes parents contrôlent, on voit rien. Voilà. Donc c'était plus sur cet aspect-là, effectivement, une culture un peu geek là-dessus. C'est pour ça que je dis un peu. Je n'étais pas non plus très très geek à l'image de beaucoup de personnes, mais un petit peu quand même. Ouais. Ok. Alors finalement, j'imagine, que ce soit au lycée, peut-être, tu commences à t'intéresser à ton orientation. Tu vas te lancer dans quoi et tu as su tout de suite ce que tu voulais faire ou pas du tout? Alors, j'ai su ce que je voulais faire. Par contre, pour y arriver, ça a pris un petit peu des chemins de traverse. Je voulais effectivement, dès la fin de mon lycée, après le bac, m'orienter vers de l'informatique. Alors, je ne savais pas trop si je voulais aller dans de l'informatique de gestion, dans de l'informatique industrielle, dans les réseaux et télécoms. Ça, c'était pas encore bien clair. Mais déjà au lycée, donc en première et terminale, on avait des mentions complémentaires. Enfin, on avait des options à prendre. Et c'est là où il y a eu la première problématique, c'est que j'étais dans la moyenne, on va dire, voire la moyenne un peu basse niveau scolaire. Donc mes prétentions pouvaient pas être très hautes. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que pour ma terminale, je devais normalement, je voulais aller du côté d'Annecy pour suivre un cursus, ST. Alors ça s'appelait du coup la nouvelle la STG, mais avec la fibre plus informatique à l'intérieur. Sauf que c'était pas possible, étant donné que je devais aller à l'internat si c'était le cas, et ils prenaient plus de nouvelles personnes. Donc j'ai dû me rabattre sur mon lycée à côté de chez moi, qui n'avait pas cette option. Donc, j'ai fait une terminale STG, option comptabilité et finances d'entreprise. Donc, on va dire, aujourd'hui moins, mais à l'époque quand même assez éloigné vraiment d'un métier qui m'intéressait plus dans le développement informatique. Mais avec l'idée de voir à la fin de ce cursus si je pouvais pas raccrocher une formation, justement, ce qui est arrivé au final. Et donc, j'ai fait l'IUT à Annecy-le-Vieux, où là, j'ai pu faire un DUT informatique de gestion et du coup, continuer et me former jusqu'à une licence pro en alternance. Et c'est à partir de là que j'ai arrêté mon cursus d'école. Donc, mon entrée en DUT Info a été assez rigolote parce que, comme je disais, j'avais la fibre un peu geek, mais pas complètement. Et le directeur du département informatique à l'IUT, donc qui faisait passer les entretiens, moi, j'étais pas un profil typique, on va dire. Je venais d'un bac STG Compta. Il y avait que quelques-uns qui faisaient cette option informatique que j'ai pas pu faire, mais surtout des bacs S. Quelques bacs économiques et social aussi, quelques-uns, mais assez peu. Et donc j'étais assez atypique, mais j'aimais beaucoup justement l'informatique. J'avais déjà fait des petits programmes à la con de mon côté, mais rien d'extraordinaire. Mais c'est surtout, je l'ai intéressé parce que le directeur était rugbyman et j'étais rugbyman. Et eux, ce qu'ils avaient besoin aussi, c'est un petit peu de... Alors, il me l'a jamais dit directement, mais c'est moi mon interprétation. J'avais l'impression qu'ils avaient besoin de faire rentrer aussi des personnes qui allaient un petit peu contre cette image du geek un peu associable, un peu dans son coin, etc. Moi, j'étais déjà assez solaire à l'époque. Donc, c'est quelque chose qui a pu faciliter mon arrivée. Par contre, j'ai galéré parce que notamment mon niveau en maths, par rapport aux autres et à ce qui était demandé était, on va dire, assez catastrophique à ce niveau-là. Parce qu'en STG et comptabilité finance d'entreprise, on ne fait plus de maths. Ça, faut être au clair là-dessus. Donc, j'en étais resté au programme de la seconde, en fait, même un peu moins à ce niveau-là. Et donc, ouais, j'ai dû ramer. Tu fais des stages dans des boîtes qui vont t'inspirer Ouais. ou Ça, dont tu vas aujourd'hui. c'est arrivé justement à ma deuxième année de DUT. On avait un stage de fin d'études justement à faire.
que j'ai fait justement dans la société Ami Froid. Donc, et ça m'a assez marqué parce que c'est ce qui m'a fait mettre un pied dans l'IA, justement. Jusqu'à maintenant, dans mon déroulé scolaire, on faisait du développement logiciel, de la pré-ingénierie, mais ça restait dans un cadre généraliste de développeur informatique. Et en fait, là où j'ai débarqué en stage, pour resituer un petit peu le contexte, donc c'était un métier de frigoriste, c'était une TPE, hein, c'était 3 plus moi, du coup, qui arrivait. Et en fait, ils montaient des armoires de contrôle et de puissance pour les frigoristes, donc pour des chambres froides, pour faire de la salaison, on créait aussi des capteurs d'hygrométrie, de température, etc. Et on développait un logiciel qui permettait de monitorer et de contrôler un petit peu tout ça. On faisait de la supervision de tout ce matériel pour justement et régler, et puis en cas de panne, comment dire, avoir des alertes, etc., etc. Et en fait, le projet, c'était d'essayer de trouver un moyen d'anticiper les pannes. De dire, OK, la machine marche très bien quand il y a un défaut, elle est détectée, elle est envoyée, le technicien, la maintenance se fait bon gré mal gré, mais en tout cas, on a toutes les infos. Par contre, ce qui manque, c'est est-ce qu'on n'aurait pas la possibilité de savoir un petit peu avant que ça arrive? Oui, genre il fallait prédire Ouais, c'est ça. et entraîner la machine à détecter peut-être Des patterns, des choses récurrentes. Et donc, ça, c'est un petit peu l'essence de l'IA, en tout cas à l'époque. À l'époque, on parlait pas d'IA, je pense, on parlait de machine Si. learning, de deep learning, on parlait déjà d'IA à l'époque. On parlait déjà d'IA, mais en fait, l'IA, c'est le carcan principal. C'est comme quand on parle d'informatique, quand on parle de dev. Le machine learning, c'est une sous-branche de l'IA, et le deep learning, c'est une sous-branche du machine learning qui est elle-même une sous-branche de l'intelligence artificielle. Et l'IA, c'est une sous-branche de Ouais, la ouais. data Non, mais science, je parle même au etc., niveau du wording. J'ai l'impression que le Ouais, mot IA, on l'a connu dans la littérature et au cinéma dans les années 80. Et ensuite, dans l'industrie, j'ai le sentiment, parce que j'en ai parlé avec certains, mais je peux me tromper peut-être, qu'en fait, c'était assez peu utilisé, même si c'était de l'IA en vérité. Mais vous ouais. l'utilisiez déjà comme tel à l'époque? On avait les deux, effectivement, entre nous. Alors, je dis entre nous, moi je venais de débarquer dans ce milieu-là. On parlait effectivement plus de machine learning un peu, beaucoup de data science au final, de la data ingénierie, etc. Mais on parlait déjà un peu d'IA en mots un peu fourre-tout, parce qu'on commençait à avoir un écosystème qui s'étoffait, et donc ça devenait toujours un petit peu compliqué de se faire comprendre. Et les mots valises, comme le Web3, hein. Web3 ça veut tout rien dire, l'informatique ça veut tout rien dire. L'IA commençait déjà à cette époque-là à vouloir tout et rien dire. Ouais. Donc on l'utilisait un petit peu, effectivement pas autant que maintenant, mais c'est des termes, moi en tout cas dans ma vie pro, que j'entendais assez régulièrement déjà à Ouais. cette époque. Du coup, cette époque-là, c'était 2012-2013, hein, pour resituer. Si on avance un petit peu, ensuite, tu fais quoi? Tu enchaînes les expériences salariées ou tu montes déjà une première boîte? Comment ça se passe par la suite? Alors, pour resituer, effectivement, ce qui est assez rigolo, c'est que pendant que j'avais cette vie professionnelle, donc salariée, donc j'ai fait mon alternance chez eux, enfin j'ai fait mon stage, puis mon alternance, puis un an de CDD. Et après, je suis arrivé sur Lyon alors ce qu'on appelait SS2I à l'époque, hein, qu'on appelle ESN aujourd'hui. Et je suis resté dans ce moule-là, là encore aujourd'hui. Je suis dans les locaux de mon ESN aujourd'hui. Donc, une Et ESN, pour qu'on comprenne, hein, c'est une boîte qui place des devs dans les boîtes, quoi. alors, En oui, gros. oui et non. Non. Il y a la régie et puis il y a le forfait. En tout cas, on est des prestataires pour de la prestation justement de développement quand les boîtes en ont pas les compétences ou n'a pas assez de personnes pour le faire. Donc, on peut à la fois travailler depuis nos locaux et en même temps travailler depuis chez le client. Oui, mais bon, enfin, ça change Mais rien. on fait de la prestation Ouais. effectivement externe à ce Non, mais tu le niveau-là. dis avec des mots compliqués, et merci, tu as raison hein, de me corriger. Mais c'est vrai que voilà, une boîte, soit elle recrute en propre, soit elle passe Ouais, par une c'est ça, société comme celle-ci pour ses besoins, c'est ça. en l'occurrence informatiques, là, ce dont on parle. Et après, oui, vous pouvez travailler chez le client, etc. Mais ouais, Mm. juste voilà, pour que tout le monde comprenne. Ouais, mais c'est de la presta. Ouais. Ça, c'est cool parce que ça permet au client d'avoir une agilité, pour le coup, clairement. Mais pour toi, ça te permet aussi peut-être de tester plusieurs boîtes au fil des Ouais. ans, plusieurs expériences, etc. Surtout les domaines métiers, ça m'a grandement servi, aujourd'hui encore, hein. C'est que
quand on est chez ce qu'on appelle le client final, bah, on est quelque part lié à son domaine métier. S'il est dans l'énergie, on fera de l'énergie. S'il est dans la santé, on fera de la santé. S'il est dans la pharma, dans les produits de soins, etc., bon, bah voilà, il va pas changer du jour au lendemain d'activité. Là où du coup en ESN, alors en fonction de la durée de sa mission, on est amené justement à côtoyer des domaines métiers qui sont assez différents. Et du coup, j'ai pas tout fait, c'est impossible, mais j'ai aussi bien fait dans le secteur du BTP que dans la santé, que dans l'énergie, que dans je sais pas quoi. Et parallèlement à ça, alors je voudrais pas dire de bêtises, mais c'est justement autour de ces années 2013-2014, j'ai monté aussi, enfin j'ai créé alors ce qu'on appelle micro-entreprise aujourd'hui, mais ce qui s'appelait auto-entrepreneur à l'époque. Déjà une époque où moi ça m'avait pris 2 semaines à faire les démarches, à envoyer les papiers et à avoir mon numéro de SIRET à ce niveau-là, parce que très tôt j'ai voulu rendre aussi ce qu'on m'avait donné en quelque sorte et faire de la formation. Et ça sortait du scope, on va dire, de mon statut de salarié, de CDI, de ma mission, on va dire à proprement parler au sein de ma boîte. Et ça, je l'ai toujours fait en toute transparence, encore aujourd'hui, avec mon employeur, du coup. Et j'ai ces activités qui rentrent dans ma micro encore aujourd'hui. Donc j'étais un petit peu entre les deux, entre un statut de CDI et ponctuellement de la mission qui rentrait dans mon auto-entreprise, du coup. Ok. Et donc encore aujourd'hui, donc tu dois allier ton activité salariée, ton activité d'auto-entreprise. Peut-être que d'ailleurs tu fais aussi un peu de recherche à titre perso. Comment tu Ouais. arrives à combiner justement ces différentes activités? Est-ce que tu arrives à avoir une vie personnelle Ouais. Ah oui, effectivement, on l'a prendre pas des vacances? abordé. J'ai un enfant qui rentre à la maternelle à la rentrée, justement, il a 2 ans et demi. Donc effectivement, alors aujourd'hui, j'arrive à le faire correctement. C'est sûr que ça n'a pas toujours été évident à arriver à calibrer correctement tout le planning, en fait, que ce soit sur une journée, mais que ce soit sur des semaines, des mois, des années. Et effectivement, j'ai dû arrêter certaines choses pour faire mieux le reste. Typiquement, on aura peut-être l'occasion d'en reparler, mais quand j'ai commencé à l'IRA, j'ai arrêté avec Télécom Saint-Étienne, là où je donnais des cours aussi avant, parce que j'aurais pu, on va dire, financièrement intéressé à garder tout ça, mais ça serait pas fait avec un niveau de qualité que j'estime être important, encore plus quand on fait de la formation, qu'elle soit initiale ou continue. On a un petit peu, alors j'exagère à peine, l'avenir des gens entre nos mains. Quelqu'un qui tombe sur un mauvais prof, un mauvais formateur, il va se traîner un boulet au pied potentiellement après. Et ça, pour moi, c'était hors de question. Mais effectivement, cet agencement, ce huilage de machine a pas toujours été évident et m'a valu aussi quelques soucis, que ce soit d'ordre de santé ou familiaux là-dessus. Mais voilà. Parce que tu as le sentiment de faire un métier passion et que quand tu bosses, en vérité, tu comptes pas tes heures. T'as ce sentiment-là qui est Ah un oui. luxe, en vérité. Ouais, clairement. Sinon, je ferais pas tout ça. En tout cas, je le ferais pas comme ça. Que ce soit dans mon activité salariée ou dans la formation ou dans la recherche, effectivement, que je fais à la fois à titre perso et aussi à titre professionnel. Je vois un pied dans les deux. Si j'avais pas cette passion, on va dire, ça marcherait pas. Ça marcherait pas. J'aurais pas fait ces choix-là, pas comme ça et Ouais. pas dans cette temporalité. Donc effectivement, et tu fais bien de le dire, c'est un luxe. Je suis passionné par ce que je fais. Alors, il y a des jours où forcément, je trouve il y a des trucs qui sont chiants à faire. Il y a des journées qui sont difficiles, mais de manière générale, quand je prends un tout petit peu de recul, ça reste des choses passionnantes que je fais. Donc je me plains pas à ce niveau-là. Ou si je me plains, c'est ponctuellement et puis ça repart parce que je peux être d'un naturel un peu ronchonchon parfois, quoi. Ok. Et alors, dans ton parcours, est-ce que tu as connu l'échec ou un pivot qui a été formateur pour toi, qui t'a permis d'apprendre une leçon importante, etc. Est-ce que tu as vécu ça ou est-ce que ça s'est fait de façon finalement assez linéaire et tu as toujours eu la main sur ta carrière, on va dire? Non, j'ai eu alors quelque chose qui m'a marqué. J'en parle souvent dans ma sphère professionnelle.
quelque chose qui m'a marqué, c'est le relationnel et le rapport que je pouvais avoir avec une hiérarchie à ce niveau-là. Donc, quand j'ai commencé, j'étais dans des grosses ESN, hein, on était plusieurs milliers. Là, aujourd'hui, on est une vingtaine dans la boîte où je suis. Et ça s'explique par le fait qu'effectivement, j'ai eu des déboires, j'ai eu de la difficulté avec de la hiérarchie, ou, parce qu'on pourrait en parler pendant 2 heures, j'ai eu le directeur d'agence et mon manager, en fait, qui ont trouvé que à mon embauche, j'avais pas été embauché dans la bonne case. Donc, j'avais été embauché comme ingénieur, concepteur, développeur, donc avec un statut cadre, si on doit faire simple pour tout le monde, parce qu'il y a les états et les cadres, donc les cadres et les non-cadres, et j'étais embauché comme cadre, et au bout de X années d'expérience, je devais avoir une hausse de rémunération qui était bien au-dessus de l'enveloppe que pouvait accorder mon employeur à cette époque-là pour ses salariés, ce qui a posé un problème parce que légalement parlant, ils étaient obligés de me le devoir. Et en fait, c'est parti un petit peu dans tous les sens où, globalement, on proposait de me rétrograder, hein, ni plus ni moins, avec des plans sur la comète de fait, d'arriver à y atteindre au bout de 5 ans, sachant que la vie en ESN, le turnover en ESN se compte en quelques années. Donc, c'était complètement irréaliste. Et ça m'a forgé vraiment assez fortement, ça m'a marqué, ça m'a forgé là-dessus, sur pas me laisser avoir. Donc, je me suis pas fait avoir, heureusement. Et ça m'a renforcé là-dedans. J'ai quitté un petit peu le monde des bisounours d'un point de vue employeur, rapport avec l'employeur, à partir de ce moment-là. Et Donc, là, ça tu veut pas t'es dire... rendu compte que c'était un rapport de force permanent. Ouais, et surtout, moi, ce que je ne supportais pas, bon, au-delà qu'on me prenne pour un con, mais ça c'est transverse, hein, vie pro, vie perso, et je pense que c'est le cas de beaucoup de personnes. Non, c'était ces strates de management qui, au final, quand on est dans un besoin, ne servent à rien, sinon perdre du temps, où j'avais mon manager qui avait soin de plus un, qui avait soin de plus deux et tout. Et dès que tu voulais quelque chose, dès que tu vous demandais quelque chose qui t'impactait, toi, personnellement et professionnellement, ton manager, il faisait relais RH, en fait. Hein. Il relayait l'information à soin de plus un qui parfois le relayait lui aussi. Et au final, tu avais peu ou pas de réponse. Un oui d'un jour, c'était un non de l'autre jour. Tu Ouais. mettais 6 C'est mois vrai à que ça, relancer tout c'est le en monde pour avoir termes une réponse. de management, c'est vrai que ça, c'est hyper délétère ne serait-ce que dans la relation de confiance, parce que la confiance, c'est aussi ça, hein, c'est la Mmh. parole donnée, c'est le fait de pouvoir compter sur l'autre, Mmh. l'équilibre de la relation où lui, il t'en demande beaucoup et que toi, souvent, t'en demandes pas beaucoup, mais rien que ça peut poser souci. Et à un moment donné, ça décourage, C'est ça. voire ça crée une tension, une frustration. Et à la fin, c'est même pas dans l'intérêt de l'employeur parce que finalement, l'employé, il perd en productivité, il perd en Mmh. motivation, il perd en initiative. Mais c'est vrai que ça, dans les grosses unités, dans les grosses boîtes, je crois que l'inertie fait qu'ils soit ils s'en rendent pas compte, soit ils disent oh, c'est un mal nécessaire si on veut tenir les gens. Mais je pense que c'est un mauvais calcul, mais ça se voit dans plein de boîtes. Aujourd'hui, j'imagine qu'avec dans une boîte plus petite, là tu parlais de 20 personnes, c'est beaucoup plus facile. J'imagine les flux sont plus fluides, les échanges sont plus directs, les prises de Bah, décision hein. intermédiaires. Je vais te dire quelque chose, du coup, pour que tout le monde puisse se représenter les choses. Euh, Tous les salariés de notre boîte n'ont qu'un seul responsable hiérarchique, c'est le patron de la boîte. Non, mais ça, c'est pas scalable. Mais dans une boîte comme celle-ci, c'est possible. C'est ça. Ouais, Donc, ouais. effectivement, dans les grosses boîtes, c'est impossible intrinsèquement, et tu peux pas faire du cas par cas. Déjà, 1 pour 20, ça m'a l'air beaucoup, hein. En C'est général, on recommande entre 7 et 8 pour avoir une bonne gestion managériale. Si c'est 20 et qu'il le fait bien, c'est qu'il est brillant et que vous êtes peut-être bon aussi, tu vois. Mais c'est pas. c'est du boulot, hein. Moi, j'ai eu des équipes, Ah bah, voilà, je sais ce que c'est. Donc, bravo à lui de bien gérer 20 personnes au quotidien sans intermédiaire. C'est beau. c'est ça. Après, il y a le rapport hiérarchique et il y a la partie naturelle. On a forcément, dans cette vingtaine, des rapports naturels, donc non pas de hiérarchie, mais de lead. Tu Ouais, vois, bien à sûr. ce niveau-là. Donc, fondamentalement, entre deux personnes, on n'aura pas de supériorité hiérarchique. Par contre, il y aura quelque chose d'assez naturel qui passe aussi par la confiance,
Ouais. à ce niveau-là. Et ça aide quand même pas mal pour éviter que dès que tu as le bras qui gratte, tu vas voir ton boss en mode patron, j'ai le bras qui gratte, qu'est-ce que je fais, voilà. Donc ça fluidifie aussi pas mal cette partie-là et ça évite des gros goulots d'étranglement. Parce que moi, ce que je supportais plus, qu'on me dise non, par exemple, ça, moi, intrinsèquement, c'est pas un problème. Si je demandais quelque chose et qu'on me dise non, à partir du moment où on m'expliquait un petit peu et que j'arrivais à le comprendre quand même, ça posait pas de souci. Non, moi, ce que je détestais, c'est qu'on me dise oui en sachant pertinemment que ça serait non à ce Ouais, c'est niveau-là assez insupportable, et d'attendre 3 mois, 6 mois que ça bien revienne. sûr. Là, je vais demander quelque chose et bah, automatiquement, on va déjà me donner un son de cloche forcément. Et comment dire, s'il y a besoin vraiment de creuser, de voir si c'est possible ou pas, ça va se faire très rapidement. Et je sais que ça va être pris en compte et qu'il y aura vraiment quelqu'un qui a la main, qui a les leviers pour Ouais. aller actionner tout ça. Alors, on va parler un peu de ton arrivée chez Alira. Alira, qui est une école qui évidemment me tient à cœur à beaucoup d'égards. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés pour la première fois, puisque tu as été l'un de mes formateurs lors de ma session de formation en consulting Exactement. blockchain il y a 1 an et demi maintenant. Qu'est-ce que ça Mmh. passe vite. Alors, toi, comment tu as découvert Alira? Est-ce que c'est eux qui sont venus te chercher? Est-ce que toi, tu as fait une formation là-bas? Comment ça s'est passé au début? Alors, je ne suis pas alumni. En tout cas, je ne suis pas rentré comme ça, effectivement. Non, je suis rentré en tant que jury au tout départ. Donc, il y a de ça, je crois, c'est 3 ans et demi, avant d'être formateur, du coup. Et en fait, c'est une mise en relation d'un contact commun qu'on avait dans le Web3. Donc, j'étais déjà un petit peu consultant et dev sur des projets Web3, mais un petit peu vraiment sur mon temps libre, pour le coup. Hein, ça ne s'inscrivait pas dans ma démarche professionnelle euh, salariée ou quoi. Dans un premier temps, c'était vraiment du bénévolat que je faisais à ce niveau-là. Et une personne avec qui je travaillais, quand même, parce qu'on essayait d'être sérieux, connaissait Daniel et savait que toutes les sessions, il y avait une recherche de jury qui se faisait et que Daniel essayait de faire tourner un petit peu, de faire varier, même s'il gardait, on va dire, une structure assez fixe, parce que c'est quand même important. Il y avait quand même un petit peu de turnover à ce niveau-là, aussi même en tant que backup. Et du coup, c'est par cette entremise-là que j'ai débarqué dans la famille Alira. Donc encore aujourd'hui, je suis prestataire externe. Hein, pour le coup, je suis pas en CDI chez eux, même si mon relationnel avec eux fait que pour moi c'est une deuxième ou une troisième famille, ça dépend comment on compte. Mais effectivement, j'ai démarré jury Ok. sur le parcours blockchain, sur le parcours qui s'est nommé ensuite consulting blockchain. Et peut-être retour en arrière, parce qu'à la base, Alira, c'est quand même plutôt blockchain. Ensuite, ils se sont développés notamment sur l'IA. Toi, c'est quand la première fois que tu as appréhendé ou que tu as connu ou que tu as rencontré Bitcoin ou les cryptos? Ouais. J'aime bien poser cette question. Que chacun Ouais. rentre dans le rabbit hole par une porte différente. C'est quoi ta porte, toi? Ma porte, c'est en 2012. J'ai rechecké en fait mes mails il y a pas si longtemps que ça, parce que j'essayais de chercher justement quand est-ce que je suis rentré là-dedans. En fait, j'y suis rentré vraiment par ma fibre personnelle. Autant l'IA, j'y suis rentré par ma fibre professionnelle, autant la partie blockchain, mais avant que je sache que ça s'appelait blockchain, j'y suis rentré par la fibre perso, avec cet aspect de l'idée d'une alternative monétaire. Et en fait, plus que Bitcoin, je me suis beaucoup intéressé à des monnaies, on va dire, qui étaient faites dans un usage vraiment d'utilisation dans un pays en particulier, par exemple, genre le Gulden, qui était aux Pays-Bas à l'époque. Alors, je crois que c'est renommé entre-temps, enfin, c'est un peu compliqué. Mais j'y suis vraiment rentré par cette alternative d'avoir un moyen monétaire différent de ce qu'on avait l'habitude d'avoir. Pas Parce du que tout pour l'aspect technologique, pour le coup. Ok, c'est intéressant. 2012, on rappelle le contexte, hein, on est en pleine crise de l'euro, crise de la dette européenne. On a la Grèce qui se retrouve dans une situation où l'Union européenne se pose la question de savoir est-ce qu'on la lâche ou est-ce qu'on la garde. L'Allemagne est plutôt partisan de on dégage le mauvais élève. On était bien content d'accepter à l'époque, alors on savait pertinemment qu'il avait truqué les comptes. Et la France, plutôt, François Hollande, qui dit non, non, si on perd la Grèce,
bah, ça veut dire qu'on peut perdre n'importe quel pays et forcément la confiance dans l'euro va être remise en question. Ça crée Finalement, un précédent, hein. voilà, Hollande va plutôt gagner ce bras de fer. Alors, à quel prix pour les Grecs, évidemment, puisqu'ils seront mis, entre guillemets, sous tutelle par un triumvirat. À l'époque, on a le FMI, la BCE et l'Union européenne qui débarquent en Grèce Le pour trio infernal, hein. ne serait-ce que pour les aider à faire un truc tout con, c'est-à-dire lever l'impôt, puisqu'on rappelle qu'à l'époque, hein, ils ont énormément de mal à lever l'impôt. Enfin bref. Et donc, ouais, donc à ce moment-là, on a déjà peut-être une première prise de conscience des populations. On a aussi l'exemple de pays comme, je crois, c'est Chypre, hein, qui, à ce moment-là, décide de prélever sur le compte bancaire des habitants, dans certains cas, au-delà d'un certain seuil, pour assurer la survie de leur système bancaire. Donc là, on commence à se rendre compte que la monnaie, dès lors qu'on la délègue à l'État ou à un super État, pour parler de l'Union européenne, bah, on perd d'une certaine manière la souveraineté de sa monnaie, de sa valeur, de son moyen de paiement en tant qu'État, en tant qu'individu. Est-ce que c'est dans ce contexte-là ou ça s'est fait de façon concomitante sans que ça n'ait de lien? Alors, plutôt de manière concomitante, même si j'imagine, même rétrospectivement, que d'être baigné un peu dans cette information à l'époque a peut-être fait une petite inception aussi à ce niveau-là. Mais je pencherais plutôt du côté concomitant parce que ça arrivait avec, comment dire, mes débuts dans l'autonomie financière aussi à ce niveau-là. Je commençais à devoir payer mes études, à faire ci, à faire, enfin, mes études dans le supérieur. Donc tout ça, ça arrivait un petit peu à ce moment-là. Et effectivement, comme tu l'as rappelé, tu l'as bien rappelé, on était sur un début de précédent possible d'un pays qui risquait de quitter la zone euro, pour le coup. Ouais. Donc, Alors, voilà. ouais. Et alors, c'est quoi ton. Alors, rapidement, hein, bien sûr, mais donc en 2012, il y a que Bitcoin. Et puis ensuite, on a 2015, on a Ethereum. Et après, on a les Ouais. ICO. Après, on a les NFT. Bon, bref. Quelles ont été, je sais pas, les phases qui t'ont le plus marqué, soit en tant qu'utilisateur, soit en tant qu'investisseur? Est-ce que tu as, je sais pas, une ou deux anecdotes à nous partager? Alors, la première, du coup, si on en vient au début, donc je m'intéressais au principe de monnaie, de principe monétaire alternatif, euh, mais j'avais pas la possibilité, alors, soit d'acheter du Bitcoin, mais pas d'en miner, par exemple. C'est ça qui m'intéressait un petit peu. Et la première crypto-monnaie que j'ai minée, c'était le Dogecoin, parce que le protocole faisait que mon CPU arrivait en miner, et à l'époque, c'était impossible pour moi avec la machine que j'avais de miner du Bitcoin, je pouvais miner que du Dogecoin. Donc voilà, pour la petite anecdote, même si depuis, enfin, je ne vis pas de mes cryptos, hein, j'en ai quasiment plus ou pas. Je fais autre chose avec, j'ai plutôt des jetons utilitaires dont je me sers sur différents protocoles, mais pas pour un aspect financier. Je n'ai quasiment que des euros, hein, pour le coup. Mais ça, c'est encore un autre sujet. Non, effectivement, comme je te disais, la technologie vraiment blockchain, j'y suis rentré à partir d'Ethereum, effectivement, et notamment des smart contracts, où là, en plus, il y avait une meilleure concomitance avec mes études et mon boulot pro de développeur, là où avant, j'étais pas encore assez bien immergé dedans pour comprendre et m'intéresser vraiment à la technique. La technique, Mhm. j'y suis venu par le truchement d'Ethereum, quand les smart contracts notamment sont arrivés. Donc une espèce de phase morte entre les deux où je m'y intéressais plus trop, j'étais pris dans ma vie pro, etc. Donc j'étais complètement sorti de ça. Et ouais, depuis 2018-2019, je suis revenu à la blockchain pour l'aspect technologique, euh, pas plus pour l'aspect forcément monétaire à ce niveau-là, parce que celle-là, je l'avais déjà bien en tête, donc j'avais pas besoin de la retravailler plus que ça. C'est vraiment l'aspect technique et technologique qui m'a intéressé, avec ce côté décentralisé. Aussi, l'aspect moi qui m'intéressait énormément, c'était sur cette espèce de livre historique qui, par nature, traçait tout et où, pour peu que ce soit bien décentralisé, tu avais la garantie que ce qui avait été inscrit ne pouvait pas être falsifié a posteriori. Et ça m'intéressait beaucoup d'un point de vue technique, vu que je réfléchissais justement à de la mise en place de briques techniques. Je l'ai rentré en fait dans ma boîte à outils de solutions technologiques à mettre en place professionnellement.
Ok. là-dessus. Et donc, ça en est resté là, même si assez récemment, j'y suis revenu du côté de la privacy sur les traces qu'on laisse sur Internet avec d'autres types de technologies qui utilisent la blockchain là-dessus pour, on va dire, être dans un cadre de privacy un peu plus acceptable que ce qu'on a tous les jours. Mhm. Ok. Si on en revient un peu à Alira, tu as vu quoi comme évolution sur les profils des apprenants depuis que tu y es en tant que formateur? Est-ce que tu vois les choses évoluer et qu'est-ce que t'en retires? Ce qui est assez rigolo. Alors oui, j'ai vu les choses évoluer et dans un sens qui est assez rigolo parce que j'ai l'impression que c'est les mêmes cycles qui recommencent où au début, effectivement, la blockchain, le Web3, même avant qu'on... Pour moi, le Web3 même, ça arrivait avant la blockchain, je l'ai côtoyé avant la blockchain. La décentralisation, elle passait par les IoT, par les objets connectés. C'est ça, plus comment dire, l'internet sémantique, etc. Et l'intelligence artificielle, tout ça, ça alimentait le Web 3. Alors après, des fois, il y a des confusions Web 3, Web 3.0. Mais du coup, c'était pas hyper clair et je trouve que l'évolution s'est faite sur comprendre qu'on a des utilisateurs en face et qu'on doit plus seulement réfléchir en termes de propositions, comment dire, techniques, technologiques, mais avec la fibre du produit, avec la culture un peu plus produit. L'entrepreneuriat, ça, je l'ai assez peu vu évoluer, cette fibre-là. Mais c'est vraiment de passer je vais développer un produit, enfin, développer une appli, un protocole, un ci, un ça, mais avec une expérience utilisateur dégueulasse, hein, pour le coup. Et comme toute proposition de valeur, c'est de la blockchain. Ouais, une fois que tu as dit ça, déjà, la plupart des gens, ils savent pas ce que c'est. Donc tu leur dis la valeur ajoutée c'est la blockchain, bah, ils sont bien contents, mais ça les embrouille plus qu'autre chose. Alors que maintenant on est plus dans des démarches et elle ira évoluer aussi vers ça au fur et à mesure, vers cette culture produit de réfléchir, ok, euh, avant de penser à la solution, il faut penser au problème. Si on développe une solution et qu'il n'y a pas de problème en face, c'est pas une solution, c'est quelque chose. On s'est fait plaisir, on a développé un truc et on verra s'il y a un besoin derrière. Et ça, c'est vraiment cette mutation au fur et à mesure que j'ai pu constater, et par les personnes qui venaient, et aussi par l'orientation qui a donné petit à petit la formation à l'IRA, notamment sur les parties consulting, d'avoir un cadre méthodologique, mais qui est au final celui qui existe depuis bien Ouais, longtemps sur du non Web3, quoi. bien sûr. Et alors, à ton avis, parce qu'il y a parfois une remise en question, même au sein de l'écosystème, où on arrive avec plein d'enthousiasme, avec plein de bonne volonté, avec plein de croyances que eh bien, la blockchain va révolutionner les usages, etc. Au final, on en revient souvent à des enjeux de spéculation et de finance, ce qui a aussi des côtés vertueux. Moi, j'ai pas de problème avec la finance parce que sans elle, de toute façon, tu peux même pas financer l'innovation, comme son nom l'indique. Donc, bon, voilà. Mais selon toi, quels sont les usages les plus intéressants de la blockchain vraiment de façon très transverse? C'est quoi pour toi ou les deux peut-être usages qui t'intéressent le plus et dans lequel ça fait sens de mettre de la blockchain au-delà justement du buzzword dont tu parles, d'écrire blockchain parce que marketingement ça fait bien? Bah, effectivement, alors oui, peut-être pour rebondir sur la partie d'avant, ce que je vois beaucoup moins, c'est du blockchain washing, du Web3 washing, où on a mis de la blockchain et du Web3 parce qu'on nous a dit qu'il fallait en mettre, et au final, soit ça sert à rien, soit même ça empire Alors, l'expérience. il y en a encore beaucoup, hein. Il Je y veux en dire, a moi, moins. je sais Ouais. pas pour toi, mais moi, on me contacte beaucoup pour faire du consulting et beaucoup, beaucoup des projets qui me contactent, quand je les challenge un petit peu sur leurs propositions de valeur et tout ça, il y en a encore énormément qui pensent que écrire blockchain suffit. Alors évidemment, moins qu'à l'époque des ICO, OK, Mm. on est d'accord. Malgré tout, ça reste quand même un des défauts les mieux Mm. partagés des Ah projets. bah, Mais bah, bon. sinon on aurait moins de boulot, donc quelque Oui, part, c'est pas pas plus faux, mal, c'est hein. pas faux. Mais non, là-dessus, effectivement, moi, en termes d'usage, où là, je me réfère surtout au principe technologique, c'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on a nativement un système qui permet de tracer, d'inscrire, hein, ce qui se passe,
Et on a cette garantie amenée par la décentralisation quand la chose est bien décentralisée, pour le coup, qu'on ne pourra pas réécrire ce qui a été écrit. On pourra faire d'autres inscriptions. Ça, il n'y a aucun souci. On pourra changer des choses a posteriori avec une nouvelle inscription. Mais si on regarde l'historique, on verra toutes les étapes. Et ça, dans un système d'information, je trouve que c'est hyper intéressant d'avoir cette solution-là qui n'est pas à redévelopper parce qu'elle est comme ça par conception. Alors concrètement, peut-être parce que ça, je pense que c'est plutôt clair. Concrètement, je parlais vraiment de use case, d'industrie, de secteur dans lequel ou d'exemple même, de projets, Web3, blockchain où tu te dis: «OK, là, ils ont vraiment compris, le problème et ils y ont apporté une solution et notamment grâce à la blockchain». Est-ce que tu as un exemple ou 2? Alors, j'ai un exemple, mais il serait un petit peu faussé étant donné que c'était des blockchains privées qui étaient mises en place. Moi, que j'ai pu côtoyer. L'usage de la blockchain publique, je l'ai un peu moins parce que on est très très vite confronté au problème de confidentialité. Parce que justement, étant donné que la chose est publique, tout le monde peut aller regarder dedans. Et ça pose, d'un point de vue vraiment professionnel, hein, j'entends dans l'industrie, etc. Ça pose un vrai souci où j'ai l'impression encore aujourd'hui que les gens ont du mal, et on en revient à la data, et du coup on pourra en revenir à l'IA après, à maîtriser vraiment ce flux de données et savoir quoi inscrire dans la blockchain et quoi ne pas inscrire. Donc, j'ai pas forcément d'exemple sur des blockchains publiques d'usage vraiment pertinent où je me serais dit là c'est bon, ils ont tout compris, hormis des usages financiers. Mais ceux-là, je les côtoie un peu moins pour ce qui m'intéresse le plus. Ouais. Vraiment, en utilisation technologique de la blockchain décentralisée, ça, j'en ai Et alors, pas d'intéressant. parmi les solutions à cela, on peut parler des ZK Proof, on peut parler, j'ai reçu d'ailleurs Abdel de Starknet dans l'émission la semaine dernière, une vidéo que vous pouvez retrouver sur la chaîne, bien sûr. On peut parler aussi de crypto-monnaies et de réseaux anonymes comme Zcash. Un peu plus que Monero. Pourquoi? Parce que Monero n'est pas vraiment utilisé dans l'industrie, alors que Zcash, ils ont plus comment dire, une orientation B2B, institutionnelle, bancaire, etc. Est-ce que tu crois dans ces solutions-là, toi, ou est-ce que tu en vois d'autres pour pouvoir utiliser les avantages de la blockchain avec quand même un souci qui est normal, hein, qui est celui de la protection des informations, de la confidentialité pour éviter espionnage industriel ou problème même de réglementation RGPD, etc. C'est ça. J'y crois, effectivement, mais il va falloir effectivement que le régulateur aussi fasse son boulot et d'accompagner là. Effectivement, tu l'as dit, les RGPD posent un vrai problème parce que tout ce qui serait stocké sur une blockchain publique, si c'est inscrit et que ça pose problème, le RGPD, il sert à rien si ce n'est, punir, mais il peut pas enlever ce qui a été fait. On va pas appeler Ethereum et leur dire vous pouvez faire un fork et supprimer l'ancienne chaîne parce que j'ai de la donnée dedans. Mais d'ailleurs, ce que tu dis peut paraître absurde. Et en vérité, c'est une discussion très sérieuse au sein de la Commission européenne qui pourrait rendre les blockchains interdites, en fait, au sens justement du règlement, donc le RGPD. Parce qu'effectivement, normalement, on doit pouvoir, il y a le droit à l'oubli, il y a le droit à la modification des informations, etc. Et sur la blockchain, par définition, c'est impossible. Et là, ça m'amène à un autre point que j'aimerais voir avec toi, c'est justement l'asymétrie entre les régulateurs qui, sous couvert de protection du consommateur, a plutôt tendance à vouloir le contrôler, en tout cas c'est mon avis, et à côté l'innovation, et notamment la blockchain, qui demain peut être un levier, qu'il soit économique, géopolitique, ou même tout simplement industriel. Comment toi tu vois la chose, toi qui es un peu dans le dur, hein, puisque tu bosses avec des projets, tu bosses dans des industries technologiques, et puis tu vois aussi ce qui se passe notamment outre-Atlantique, dans lequel c'est des problématiques qui sont moins
enfin, en tout cas aujourd'hui, qui pose moins soucis, quoi. En tout cas, on a l'impression que ça pose moins de soucis. J'ai un sentiment un peu ambivalent là-dessus, mais je vais essayer de bien structurer mon propos pour qu'on y comprenne quelque chose. Merci. Au pire, C'est je te cadeau, coupe c'est et cadeau. on relance. Non, mais ça va. C'est cadeau. Non, là-dessus, en fait, je vais être un peu schizophrène du coup. Je vais à la fois dire que je comprends ce besoin de réguler les choses et de mettre des règles, parce que pour voir justement ce qui se fait, ça met des structures et des personnes en danger. Si c'est le Far West ou si les choses sont pas bien calibrées et régulées. Typiquement, un truc tout bête, moi, ma hantise, par exemple, ça serait de retrouver des informations me concernant sur Ethereum. Imagine, on peut inscrire ce qu'on veut, et une fois que c'est inscrit, c'est inscrit. Imagine, tu as ton numéro de sécu qui se retrouve inscrit là-dedans, et on te dit, bah, écoute, il n'y a aucune règle qui me l'interdit, du coup, je le fais. Et débrouille-toi, débrouille-toi. Par contre, Est-ce que dans ce cas-là, on pourrait pas, pardon de t'interrompre, est-ce qu'on pourrait pas laisser un peu de liberté individuelle, par contre, imposer l'information? Je prends un exemple tout con. Si au moment où je décide d'utiliser un protocole qui inscrit des données personnelles sur la blockchain, est-ce que si j'en suis vraiment bien informé, voilà, attention, je vous préviens, voilà, si vous mettez vos données là, vous ne pourrez pas faire valoir le RGPD, vous ne pourrez pas, est-ce que vous acceptez? Et là, si la personne, elle dit oui, bah, roulez jeunesse. Est-ce que c'est pas ça le bon compromis? Question ouverte. Hein, à vouloir. Ça pourrait l'être dans un monde idéal, où tout le monde serait bien informé, soit vraiment en responsabilité de ses actes. Ça pourrait marcher pour beaucoup de cas, mais en fait, ça laisse sur le côté de la route toutes les personnes qui seraient influencées, qui seraient peu ou mal informées. Et dans ce cas-là, on leur dirait désolé, j'avais un petit bandeau qui affichait tout ça. J'ai eu 3 pop-up qui s'affichaient. T'as dit oui, t'as dit oui. Donc, moi, c'est pour ça que je te dis que j'ai un sentiment un peu ambivalent. Je suis à la fois du côté de il faut responsabiliser les gens, il faut arrêter de les infantiliser. Ouais. Mais en même temps, si je me mets à la place de la personne qui se fait avoir, parce que statistiquement, on se fait toujours avoir d'une manière ou d'une autre dans la vie, je me dis, je voudrais bien avoir un cadre qui me protège un peu plus que juste on m'a affiché un message pendant 3 secondes pour me dire fais attention, quoi. Ouais, mais tu vois, c'est là où justement, ça peut être notre premier désaccord, mais c'est intéressant. Je vois que même toi, tu es conscient de cette ambivalence et franchement, c'est bien de l'être et c'est humble de le reconnaître. Mais à un moment donné, est-ce qu'il n'y a pas ce cercle vicieux où à vouloir justement protéger les gens contre eux-mêmes trop, est-ce que finalement on les met pas dans une zone dans lequel ils se disent au pire si je me trompe, je pourrais disons avoir un recours et donc finalement je peux baisser un peu ma vigilance. Vraiment dans un biais cognitif, voilà, je veux dire, et moi ça c'est un problème que j'ai. Ah ben du coup on n'est pas en désaccord là-dessus. Ce que je disais, moi je Mais dans ce suis cas-là, pas non plus. on est d'accord parce que moi, je prône justement le fait que c'est bon, mais pas besoin de nous expliquer quand il y a la canicule qu'il faut se mouiller le derrière de la nuque et de rentrer progressivement dans l'eau. Ça c'est parce qu'ils n'ont pas d'autre solution, donc il faut qu'ils parlent et dire des trucs. Mais oui, on est d'accord là-dessus. Ouais, et donc le fait de se dire ouais, mais bon, on va dire qu'on les protège et puis s'ils se trompent, on sera là pour les protéger, etc. Enfin, ouais, je sais pas. Moi, j'ai un peu de mal avec ça, mais je comprends ton. Il y a une frontière qui est floue et effectivement, il y a 2 problèmes. Il y a qui met la limite et quelle est cette limite. Et c'est surtout que cette limite, parce que dans notre esprit humain, on aime bien figer les choses, c'est rassurant d'avoir quelque chose de fixe qui bouge plus. Le problème, c'est que le monde évolue, les usages évoluent, la technologie évolue, tout évolue. Et en fait, on a des cadres actuellement réglementaires et juridiques qui, par conception, ont une inertie folle et ne peuvent pas s'adapter à l'évolution des usages et du monde qui l'entoure. Donc après, on a des solutions à mettre des petits bouts de sparadrap, etc. Mais je reste convaincu que il faut constamment rechallenger un petit peu cet équilibre entre protéger les gens
et les responsabiliser. Et sur ça, je suis tout à fait d'accord avec toi, les infantiliser et baisser cette responsabilisation, ça enlève tout libre arbitre. Au final, ça crée des abus où on est dans des sociétés qui vont contrôler nos faits et gestes et nous robotiser au final. Et ça, je suis pas d'accord non plus avec cette évolution possible. Mais à l'inverse, je verse pas dans l'autre extrême et j'essaye de réfléchir constamment à un espèce d'équilibre, mais qui est presque impossible en fait. Ouais. Ouais, parce qu'en fait, on se dit souvent, tu sais, je reviens au bon sens, tu vois? Qu'un enfant, tu peux lui dire autant qu'il veut que le feu, ça brûle, tant qu'il ne s'est pas brûlé, il le sait pas. Bah, c'est Mais un j'ai pas envie qu'il jette dans le feu non plus, tu vois? non, mais d'accord, mais Le doigt, pourquoi pas, mais je veux pas qu'il y mette la main, tu vois? ouais, je comprends. Mais est-ce que Donc c'est finalement, le meilleur moyen pour pas se faire avoir, c'est de se faire avoir une première fois mmh, et après oui, tu es vacciné? oui, mais c'est toujours, mais je suis d'accord, Parce que par exemple, pour donner un mais exemple, bah, mais cette ça peut être la première et la dernière fois parce que ça peut avoir des résultats qui sont tels que tu auras plus de prochaine fois. non, mais En par fait, exemple, c'est toujours ce dosage qui est dans le compliqué. secteur, de la banque et de l'assurance, qui est un secteur que je connais un peu, Mmh. quand tu fais une proposition commerciale pour un contrat d'assurance, tu as des pages et des pages de conditions générales. Donc évidemment, intuitivement, on peut se dire: «Bah, de toute façon, tu as signé, donc tant pis pour toi», tu vois? Mais là, pour le coup, le consentement, il est pas vraiment éclairé et c'est pour ça que si, le client, eh bien, il porte plainte contre son conseiller ou son agence, eh bien, c'est au conseiller ou à l'agence de démontrer, enfin, c'est la jurisprudence, hein, qu'il Mmh. a vraiment fait un devoir de conseil qui fait que, en gros, hein, celui qui a signé était au courant des éléments. Et ça, le problème, c'est que tu as une asymétrie entre celui qui dit bah non, j'avais pas compris, et l'autre qui dit bah si, attends, je t'avais bien expliqué, surtout quand ça se passe des années après. Et donc, à un moment donné, tu as la complexité de la réglementation avec des codes et des conditions générales qui sont des milliers de pages. Et en même temps, la déresponsabilisation du client, parfois, de bonne foi ou de mauvaise foi, hein, c'est compliqué de trancher, de dire ouais, j'avais pas compris ça, etc. Bah, c'est pareil, si tu vas sur un site, un protocole et que tu dis bah, moi j'avais pas compris hein, que mes infos elles allaient pas être trucs, enfin, je sais pas, on t'a mis 3 pop-up, tu as accepté 3 fois, on t'a demandé de scroller, enfin tu sais, tu mets des conditions et à la fin le mec il te dit oui, 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 à la fin on peut considérer quand même que le mec soit il a compris, soit il a pas compris, mais dans ce cas-là c'est de sa faute, non? Ah bah, Je sais je pas, je hein, je suis d'accord, mais on trouvera toujours des cas où il y a un côté qui est aberrant et le côté est aussi aberrant, et doit pas se produire. Et tout le problème, et je pense que c'est le problème que je soulevais tout à l'heure, c'est qu'on a des cadres réglementaires, notamment dans l'Union européenne, une fois qu'ils sont posés, ils ont une inertie qui font que revenir dessus, modifier des choses, parce qu'on serait allé soit trop d'un côté, soit pas assez de ce côté, qui sont impossibles ouais, à mettre en ça c'est place. Et on a des trucs qui ont plus aucune, qui font plus aucun sens. Alors, ils essayent avec l'AI Act notamment de prévoir ce cadre sur l'innovation, etc. Ils ont un espèce de système de sandbox mis en place pour expérimenter des choses. C'est un petit peu une backdoor, tu sais, que tu mets pour, ok, on vous dit de faire attention, on vous interdit de faire tout ça, sauf si vous êtes dans tel ou tel dispositif. Mais c'est encore, tu vois, ouais, je vois. c'est des choses, on essaye de réglementer des nouveaux usages, des choses qui reviennent. Et en fait, en l'espace d'un an, tu peux avoir des mutations qui sont telles que ta réglementation, elle a mis 6 ans à être écrite, elle va mettre 3 ans à être appliquée. Ouais. Ça n'a aucun Mais ça, c'est sens. le problème de la technocratie, de la superstructure. C'est-à-dire que si tu as un État comme la Suisse, par exemple, qui est ultra flexible et ultra diligent en matière de réglementation, là, tu règles le problème. Mais à partir du moment où on a décidé d'abandonner cette souveraineté, puisque la plupart des lois qui sont votées en France sont des transpositions de droits et de règlements européens, et qu'en plus, on a une Europe qui est passée de 6 à 27, qui fait que bah, voilà, le consensus est devenu quand même très compliqué. Voilà, mais ça c'est un sujet de société et ça nous amène justement à la géopolitique des cryptos, de Bitcoin et des stablecoins. Alors, chacun de ces sujets pourrait nous prendre 2 heures, évidemment, mais je vais te laisser plutôt choisir celui qui t'intéresse ou celui qui te parle le plus dans les enjeux géopolitiques, lequel est donc lié à ces innovations
blockchain, hein, on parlera de l'IA dans la dernière partie de l'interview. Quelle est la partie qui te parle le plus, quelles soient les différentes réglementations, quel soit le minage, quel soit le principe de réserve stratégique, voilà, ou même plus globalement les stablecoins qui, voilà, on le voit, commencent à prendre un essor énorme dans l'industrie et pas seulement financière. Voilà, lesquels de ces sujets, ou un autre, hein, sont celui qui t'intéresse le plus en ce moment et dont tu aimerais qu'on papote un petit peu? S'il devait y en avoir un, parce qu'il touche à plusieurs éléments qui me touchent aussi dans le secteur de l'énergie, d'un point de vue technologique et tout, c'est effectivement le minage et plus globalement effectivement la proof of work, par exemple, qui est amené par ça. C'est vrai que moi c'est un sujet qui me touche particulièrement et je trouve qu'il y a des deux extrêmes, il y a de mon point de vue, hein, de mon humble avis, et je peux me tromper lourdement sur chacun de ces sujets, je trouve qu'il y a des conneries qui sont racontées des deux côtés. Donc ouais, si on devait papoter sur un sujet, le sujet du minage, Ok. c'est celui que je choisirais. Alors, ça tombe bien parce que c'est celui que je maîtrise le moins. Non, au contraire, non, Ah, c'est passionnant parce que d'ailleurs, on fait un petit coucou à Daniel qui nous rejoint sur LinkedIn. J'en profite aussi à dire à celles et ceux qui nous écoutent, n'oubliez pas de vous abonner, peu importe d'où vous nous regardez. Tu entends le bruit derrière là? un peu, ouais. Il y a des travaux. Les travaux autour, c'est insupportable. Et si ça se poursuit, ouais. Mais ça, patiente un petit instant. Pas de souci. Les aléas du direct, je compatis avec les travaux. Bon, j'espère que ça va aller. Normalement, mon micro permet de réduire un peu les sons externes, mais bon. Sauf quand ça tambourine comme des... Ah ouais, non, mais c'est n'importe quoi. Bon, après, ils travaillent, hein, les gars, tu peux pas les Oui, empêcher. oui. Donc oui, alors le minage. Alors bon, c'est un sujet qui à la base me parle assez peu parce que c'est une expertise, c'est une technologie. Pour autant, j'ai écouté les 2-3 dernières interviews de Goose Piou et donc forcément, depuis, voilà, j'en sais un peu plus puisque c'est un peu voilà, celui qui est un peu l'expert reconnu du secteur en France. Donc grosso modo, si on regarde un peu, on a Trump qui, lors de sa campagne, dit que tous les derniers bitcoins seront minés aux États-Unis. On a des pays comme le Bhoutan qui se sont constitués une réserve de bitcoin monumentale en minant depuis des années. On a les enjeux de surplus d'énergie, notamment en France avec le nucléaire. On a une énergie qui n'est pas très chère. On a une surconsommation une surproduction et qu'on n'arrive pas forcément à utiliser ou à revendre tous les surplus, ou alors on les revend à perte, ou alors on perd le surplus d'énergie. Et le fait d'utiliser ce surplus pour miner du Bitcoin pourrait permettre d'assurer la continuité des infrastructures, de générer un revenu qui pourrait, voilà, on a besoin d'oseille, donc c'est peut-être intéressant pour ça. Et puis, on a des pays émergents pour lesquels le minage de Bitcoin peut, voilà, soit cofinancer des infrastructures électriques et aider à l'électrification, etc., des populations, et aussi à voilà, représenter un revenu qui serait non négligeable. En 3 mots, hein, je l'ai fait très vite et sans doute que je passe à côté de plein d'éléments. Mais je reviens par contre sur ton intro où tu dis qu'il y a beaucoup de bêtises qui sont dites des deux côtés. Est-ce que tu veux nous en dire un peu plus sur ces bêtises, ou en tout cas celles que tu penses être des bêtises? Là aussi, on va être humble sur le sujet, aussi bien. Enfin, moi, en tout cas, je reste humble parce que c'est pas ma spécialité, mais c'est passionnant. Moi, la connerie fondamentale que je trouve être une connerie, c'est de prendre quelque chose et d'en faire une généralité. Là où quand on parle du minage, entre du minage qui serait fait dans la Sarthe, en France, on ne parle pas du tout du même minage qui serait fait au Texas ou qui serait fait au Bhoutan ou qui serait fait je ne sais où. Et souvent, par souvent méconnaissance ou par technique d'influence, on a tendance un petit peu à généraliser un concept et dire le ménage, le minage ça pollue ou le minage ça pollue pas. Et en fait, en fonction du contexte dans lequel s'inscrit ce minage, forcément, d'un côté, il peut générer des nuisances et de l'autre, il peut être beaucoup plus vertueux si on est sur la balance bénéfice-risque. Et moi, je trouve en fait à ce niveau-là que quand on compare chaque situation et qu'on regarde où on en est
balance bénéfice-risque, de mon point de vue, à mon humble avis, on penche la plupart du temps beaucoup plus sur le bénéfice que sur le Alors, risque. pardon, Michael, mais concrètement, ça veut dire quoi? Parce que Concrètement, ça veut dire ouais, que parlons du minage et ouais, où est-ce que tu penses qu'il y a une généralisation excessive? Enfin, voilà, pour qu'on comprenne un petit peu. quand on dit que le minage, par exemple, augmente, amplifie le changement climatique ou comment dire, le dérèglement, enfin, Ouais. on n'a pas toujours des termes tous les ans, ça change un petit peu, le réchauffement, bref. Maintenant, on Ça, parle de dérèglement, effectivement. La ouais, la la c'est ça, méta, elle a un peu changé. ça a un peu changé. Bon. Peu importe, c'est encore un méta-sujet. Oui, oui, non, mais là, on n'aura pas le temps, là. Mais OK, donc il y a une critique de Ouais. Bitcoin, et du proof of work en général, puisque, bah, il nécessite, une consommation électrique, importante, pour fonctionner, et donc derrière et les opposants évidemment, j'en ai parlé encore sur LinkedIn hier avec quelqu'un qui nous disait: «Ouais, Bitcoin, c'est 50 fois plus consommateur d'énergie qu'Ethereum, c'est une catastrophe» et cetera. Bon, alors sur ça, voilà, je te laisse, poursuivre. C'est ça. Mais en fait, je trouve que les gens confondent souvent consommation et efficience et gaspillage, du coup. Tout système consomme. Si on veut arrêter de consommer, qu'un système consomme plus, il faut que ce système s'arrête. Oui, en fait, le sous-jacent de ça, c'est de dire comme Bitcoin ne sert à rien, C'est que du forcément, gaspillage. forcément la consommation qu'il engendre, Elle sert à rien, quoi. elle est trop importante. Voilà. Mmh. Mais effectivement, et là, je te rejoins là-dessus, à partir du moment où Bitcoin ne sert à rien, de toute façon, même s'il consommait 100 fois moins, ce serait toujours trop. C'est du Donc, gâchis. Ouais. le sujet, c'est est-ce que Bitcoin, d'abord, a une utilité intrinsèque? Est-ce qu'il a une valeur en elle-même? Et ensuite, on doit le comparer avec des valeurs, j'allais dire identiques, ou en tout cas comparables, et dire est-ce qu'il surconsomme ou pas? Et en l'occurrence, si on le considère comme un réseau, bah, il consomme parce que comme n'importe quel réseau. Si on le considère comme une solution financière, une infrastructure de paiement, etc., bah, si on le compare avec la finance traditionnelle, bah, il ne consomme pas davantage. Enfin voilà. Et en fait, là, le sous-jacent de ces opposants-là, c'est de prétendre que Bitcoin ne sert à rien. Donc, C'est ça. C'est le biais originel, un peu, tu vois. Mais comme, en fait, c'est lui qui détermine énormément le gaspillage de Bitcoin. Pour les personnes qui trouvent que l'usage est intrinsèquement inutile, ne sert à rien, effectivement, si je me mets à leur place, oui, on a quelque chose qui pompe de l'énergie pour rien. mais parce que ceux-là, effectivement, ils partent du principe que Mais ils se trompent. il n'est fondé que sur la spéculation, qu'il ne repose sur rien. Et donc, ceux-là, avant même de parler d'écologie, il faudrait déjà qu'ils s'intéressent à Bitcoin en tant qu'objet. Ouais. Et pour moi, comment dire, le technocrate à Bruxelles qui regarde ça sur l'utilité de Bitcoin euh, aura pas du tout le même regard que une personne au Venezuela ou en Afrique ou ce genre de choses. Euh, Moi, j'aime bien dire que probablement, alors c'est un petit peu paradoxal ce que je dis, l'utilité de Bitcoin, en France, on est peut-être un des derniers pays qui sera en capacité de toucher du doigt vraiment son intérêt en tant que système financier alternatif. Parce qu'on est, même si on peut, ça c'est mon point de vue, même si on peut le critiquer à plein des égards, et je le critique à plein d'égards, on est sur un système monétaire et financier qui fonctionne. Ouais. Là où dans d'autres zones du globe, c'est pas le cas. C'est défaillant ou c'est comment dire, c'est une espèce de, c'est un espèce de soft power qui est utilisé pour aliéner un petit peu des populations, des pays, des États. Non, mais Donc, c'est vrai. Et alors, je rebondis sur. Alors, c'est très amusant ce qui vient de se passer, puisque je te disais que j'en avais parlé hier avec quelqu'un sur LinkedIn, et il vient d'essayer il vient de m'envoyer un dernier commentaire en disant le Bitcoin, c'est de la merde. Dans toutes les parties du monde, on trouvera des gens naïfs pour adopter des produits et des solutions de merde. Donc là, on a un point de vue de quelqu'un de très éclairé, comme on peut le constater. Et puis, on a bonjour à à lui. côté Daniel qui, dans les commentaires, nous précise, et il a raison et c'est important, qu'on n'a jamais fabriqué de centrales nucléaires ou de barrages hydrohydrauliques pour
fabriquer l'énergie dont Bitcoin a besoin. Bitcoin se sert des énergies existantes et souvent celles qui En sont France, en tout en cas. surplus. C'est-à-dire que typiquement, on n'a pas, encore une fois, créé, sauf erreur de ma part, de source de production d'énergie pour ça. Alors, je voudrais pas, parce que là, je fais appel à des souvenirs qui sont un peu lointains. Donc peut-être que je suis dans un effet d'hallucination là-dessus. Il me semble, et en France, effectivement, c'est pas le cas. C'est clairement, on l'utilise souvent chez soi en plus, donc on consomme ce qui est produit et il n'y a pas d'unités de production supplémentaires qui sont créées pour ça. Il me semble que dans certaines régions du globe, on a pu augmenter ou créer des capacités de production dans l'objectif de soutenir un minage de Bitcoin. Et là encore, je peux me tromper, mais il me semble, statistiquement, il y a au moins un exemple qui existe. Ouais. En tout état de cause, quand bien même tu as raison, et c'est tout à fait possible, et j'invite toutes celles et ceux qui nous regardent à aller se renseigner, bien sûr, hein, mais on en revient en fait à l'intérêt et à l'utilité de Bitcoin, au-delà de la spéculation, mais de la liberté, de la non-censurabilité, de la capacité de deux personnes à pouvoir échanger de la valeur sans tiers de confiance, ne serait-ce que ça, en fait, c'est quelque chose qui peut mériter à ce qu'on y consacre de l'énergie. Et en l'occurrence, je vais te dire, je prenais l'exemple je crois qu'il y avait un exemple qui avait été, vous pouvez le retrouver sur Internet avec les lave-linges aux États-Unis ou les sèche-linges aux États-Unis. Et ben, je crois qu'ils consomment plus que Bitcoin. Tu vois. Et donc, on peut se poser la question entre assurer une infrastructure de paiement décentralisée qui apporte inclusion financière, finances décentralisées, etc. Et demain plus, puisque Bitcoin demain peut-être a vocation à aller au-delà d'un simple système de paiement, mais peut-être d'une base de données où on pourra inscrire beaucoup plus que ça. Entre ça et sécher du linge, tu vois, il y a cette comparaison m'avait semblé intéressante à l'époque. C'est toujours la valeur relative Bien sûr. que tu mets aux choses, effectivement. Et tout ça, ça conditionne derrière ta conclusion de est-ce que ce système mérite d'exister. Ouais. Non, mais on est d'accord. En tout cas, c'est intéressant comme sujet. Bon, je pense qu'on n'en fera évidemment pas le tour aujourd'hui, mais ça a permis voilà, de réfléchir un peu à ça et de répondre à ce gentil monsieur sur LinkedIn. Bon, je lui ai répondu par un petit emoji clown, hein, parce que de toute façon, ça faisait 4 fois que je lui expliquais qu'il fallait qu'il se forme. Bon, visiblement, il aurait peut-être besoin d'une formation à l'IRAS, monsieur. Je vais lui envoyer un code promo. Avec 100 € de réduction en plus, si c'est Ouais, pas bon. c'est dommage de passer à côté quand même. Bon, allez, rien que pour lui, on peut même passer à 150. Je vais avoir le temps. Sur lui, ça serait peut-être une belle victoire aussi symbolique Non, le pire, au-delà c'est d'un qu'il aspect est, ce financier. monsieur, il est dans la blockchain, qu'il utilise vraisemblablement à des fins écologiques. Donc, il est déjà sensibilisé par ça, mais visiblement, il n'aime pas Bitcoin, de ce que j'en comprends. Mais c'est son droit le plus entier. Délit de faciès, ça arrive. Ouais, je sais pas, et à mon avis, il est raciste anti-orange, à mon avis, enfin bref. Alors, parlons un peu d'IA maintenant. Alors, bon, il nous reste 15 minutes, ce sera jamais suffisant, mais c'est pas très grave. Moi, j'ai un peu parcouru tes posts, tes opinions sur le sujet. Il y a 2 sujets dont j'aimerais parler avec toi. C'est d'abord les modèles monolithiques ChatGPT, auxquels tu t'opposes un petit peu, et toi, tu prônes plutôt des modèles plus personnels. Et deuxièmement, c'est le besoin ou le manque ou l'absence, ou en tout cas le potentiel de l'IA, notamment dans les PME, dans lequel effectivement voilà, il y a encore un énorme marché qui s'ouvre. D'ailleurs, c'est une position qui vient d'être confirmée par le gouvernement, qui lance un mouvement qui s'appelle Oser l'IA, dans lequel ils vont voilà, accompagner. Et j'en fais partie. Tu fais partie. Tu vas pouvoir nous parler de ça. Est-ce que c'est opportun? Est-ce que c'est suffisant, etc. Alors d'abord, peut-être ChatGPT, pour ceux qui parlent à tout le monde. Voilà, j'ai le sentiment que tu n'es pas trop fan de ça, ou en tout cas pas le ChatGPT qu'on trouve sur Internet. Voilà. Alors, effectivement, c'est un sujet à tiroir, donc on pourrait le dérouler pendant même des demi-journées entières. Non, et il faut savoir aussi que on n'est pas sur une situation qui est figée dans le temps. Il faut dissocier deux choses quand j'exprime une opinion.
C'est est-ce que je le parle dans un cadre personnel ou dans un cadre professionnel? Et effectivement, je constate, pour l'avoir manipulé, utilisé, mis en place, une grande faiblesse de ces outils qui n'ont pas vocation à la base à être en B2B, mais bien en B2C. ChatGPT, à la base, c'est fait pour le tout venant. C'est un test déjà à la base. Si on revient en 2022, ChatGPT, déjà, c'est un espèce de WhatsApp. Hein. On dit que c'est une IA et tout. Bah, c'est ce qu'on appelle, depuis les années 60, un chatbot. Donc, c'est une interface qui permet de communiquer avec quelque chose. Et ça nous répond en retour. Peu importe ce qu'il y a derrière, d'ailleurs. Là-dessus, ChatGPT, c'est la vitrine promotionnelle à la base du modèle d'OpenAI qui est GPT-3 à l'époque. Et ils ont mis ça en place pour offrir à n'importe qui la possibilité d'essayer leur modèle et de voir un petit peu ce que ça donne, de récolter du feedback, tout un tas de choses, de faire évoluer les choses. C'est pas seulement pour faire plaisir aux gens, c'est aussi une utilité de leur côté. Et petit à petit, on a construit un certain nombre de choses autour de ça. Est-ce que les gens, peut-être, les personnes qui sont pas formées justement à tout ça, ont du mal à comprendre, c'est que derrière ChatGPT, derrière cette interface où on va taper, où on va lui parler, taper du texte ou lui parler, il n'y a pas qu'un modèle. Il n'y a pas qu'une IA, en fait. Il y en a plein. Et ça, c'est quelque chose qui a changé avec le temps. Et on n'est plus sur cette approche monolithique. Quand on va lui passer une image, quand on va lui passer un texte, quand on va lui passer un son, il va y avoir une phase d'aiguillage qui va être faite. Et en fonction du type de données qu'on va avoir certains modèles qui vont être employés. Pareil pour le retour. Il y a un aiguillage dans l'autre sens. Et en fait, ça, c'est quelque chose qu'ont du mal à percevoir les gens parce que c'est trop compliqué pour eux. Donc, souvent, comme le Web3, comme l'IA, comme l'informatique, on réduit ça à un terme et on dit, ChatGPT, c'est une IA. ChatGPT, c'est un produit qui mobilise l'intelligence artificielle, mais c'est un produit dans son entièreté. Et en tant que produit, moi, quand je souhaite capter une utilité d'usage en entreprise, pour le moment, les retours d'expérience sont très mauvais. Parce que c'est pas fait pour ça à la base. Il y a des orientations qui sont prises au fur et à mesure pour aller capter du marché B2B, mais ça se fait dans des cadres très spécialisés, très précis, et les entreprises, elles n'utilisent pas ChatGPT, elles utilisent directement les modèles fournis par OpenAI. Chez soi, c'est bien d'utiliser ChatGPT, c'est rigolo, mais quand on se projette dans un usage en entreprise, c'est pas assez précis, c'est pas assez customisé pour répondre à un vrai besoin qu'on aurait sur son métier, en fait. Et moi, je suis pas en guerre je suis en guerre contre rien, contre personne. Je suis pas en guerre contre ChatGPT. Je suis plutôt avec un regard critique de j'ai ma solution qui est là. Est-ce qu'elle répond à une problématique? Si oui, laquelle ou lesquelles? Quand je la confronte à une problématique, quel gain j'en ai? Et actuellement, le gain de mettre en place ChatGPT est très faible par rapport à mettre en place d'autres solutions plus spécialisées côté IA à cette problématique. Donc ça, c'est un petit peu le fond de ma pensée. J'ai un regard assez neutre sur la chose. Je suis pas salarié d'OpenAI, j'ai pas d'action chez eux ou chez d'autres. C'est juste quand je suis mandaté pour identifier et répondre à certaines problématiques, je regarde quels sont les outils que j'ai en face de moi. J'ai un marteau, j'ai un tournevis, j'ai une perceuse. Je vais employer différentes choses en fonction de ma problématique. Et je vais peut-être mettre un peu de ChatGPT, mais pas entièrement. Mais ça j'ai le sentiment que ça, c'est quand même très compliqué de le faire seul parce que c'est vrai que les modèles sont pléthores. Et même alors imagine un particulier qui lui, en gros, il n'arrive pas à s'y retrouver et il n'a pas trop la problématique de l'efficience, il n'a pas trop la problématique de la confidentialité des données que peut avoir une entreprise qui va soumettre des données à un modèle LLM. Un particulier, il n'a pas ces problèmes-là, ou en tout cas, ils sont moins critiques. Mais quand tu es une entreprise, tu dois rajouter la notion économique, l'efficience, la pertinence, la notion de confidentialité, etc. Et donc là, pour le coup, c'est très compliqué
de le faire seul. Donc, soit tu le fais pas du tout, soit tu le fais comme un particulier avec un chat GPT classique et tu te dis c'est toujours mieux que ce que je faisais avant. Et peut-être tu ne prends pas conscience des problèmes qu'il y a à utiliser un chat GPT public ouvert. Et donc là, tu es obligé d'être accompagné pour ça. Et donc, cette transition vers l'utilisation éclairée, efficace et sécurisée de l'intelligence artificielle, elle nécessite de passer par des boîtes, par des consultants ou par des personnes dont c'est le métier, donc c'est le tien notamment. Mais là, ça représente un coût, tu vois, que certaines boîtes peut-être se disent, entre prendre ChatGPT à 20 balles par mois et payer un consultant 1000, 2000 balles par mois pour qu'il me fasse. Enfin, il y a peut-être, on sous-estime l'intérêt, on surestime le coût. J'imagine qu'on en est encore là aujourd'hui, non? On en est encore là, même s'il y a des mutations qui sont prises, parce que depuis l'arrivée de ChatGPT, donc c'est courant 2022, il y a quand même un peu d'eau qui a coulé sous les ponts et des usages qui ont été faits. Et beaucoup de sentiments déceptifs à plusieurs égards. Effectivement, il y a pas mal de boîtes qui viennent me solliciter et qui disent on a pris des licences, on a pris 200 licences ChatGPT. On a fait ça parce que on avait l'impression que c'était bon, ou on a eu aussi un consultant qui est venu, qui nous a fait un petit truc vite fait, et puis on est parti là-dessus parce qu'on le connaissait, parce que si, parce que ça. Et beaucoup d'entreprises en reviennent de ça, avec ce côté très déceptif, parce que ce qui leur manque fondamentalement, c'est passer l'effet waouh de quelque chose, c'est d'en comprendre les limites. Si tu comprends les limites de quelque chose, tu n'auras quasiment jamais ce sentiment de déception, parce que tu sais que ça, à partir de là, ça ne fonctionnera pas ou pas bien. Par contre, quand on t'amène un produit comme étant la réponse à tout, comme étant extraordinaire, etc., là, ce côté déceptif, statistiquement, il va arriver beaucoup plus fort, parce qu'on ne t'avait pas dit, en fait, que sur ça allait être bon, mais que sur ça allait être moins bon. Et en fait, là, depuis le début d'année, ce que je constate, c'est qu'on a une certaine maturation qui a été faite, notamment côté PME et même des grosses boîtes, qui se sont rendues compte, comme elles s'en sont rendues compte pour l'IT traditionnel, beaucoup de cycles en fait qui se répètent, qu'au final, un outil fourre-tout, à un moment, ça a des limites intrinsèques, là où un outil plus spécialisé, sur le très court terme, ça va être assez compliqué, parce qu'il va falloir monter en compétences dessus, il va falloir comprendre et intégrer l'outil dans mon écosystème, mais à moyen et long terme, j'aurai un gain bien plus supérieur que mon outil très généraliste. Et ce que je constate aussi aujourd'hui, je ne sais pas si tu es au clair avec le terme de Shadow IT. Non. Mais de toute façon, je vais l'expliquer un peu comme tout le monde. C'est l'usage non officiel d'un outil numérique au sein de sa boîte. Et ça, c'est un phénomène qui existe depuis des dizaines d'années, de boîtes qui se rendent compte que leurs salariés utilisent des outils qui ne sont pas préconisés ou prévus ou autorisés par l'entreprise. Ouais. Et on a une extension justement très forte depuis l'arrivée de ChatGPT et consorts, du Shadow IT lié à l'IA, ce qu'on appelle le Shadow IA, où en fait j'ai des boîtes qui me sollicitent aussi en me disant déjà l'IA, je comprends pas trop ce que c'est, je sais pas trop ce que c'est, mais faut qu'on y aille, parce que j'ai l'impression que tout le monde y va, mes concurrents y vont, et moi aussi dans mon discours, dans ma proposition, pour un avantage concurrentiel certain, il faut que je dise ce que j'en fais, parce que voilà, c'est comme ça. Et d'autres aussi qui viennent me voir en disant, nos employés, nos salariés utilisent l'IA. De toute façon, on le sait de manière plus ou moins officielle que c'est utilisé. Et nous, ce qu'on souhaiterait, c'est leur offrir un cadre. Et pour ça, il faut que nous aussi, on comprenne ce que c'est et quoi utiliser. Parce que souvent, et ça, je connais ça dans l'IT depuis longtemps aussi, il y a le fameux phénomène du « on n'est jamais mieux servi que par soi-même ». Avec cette inertie, avec des outils parfois qui sont proposés, qui sont pas du tout adaptés à la réalité et aux contraintes du terrain. Et justement, les salariés, ils sont pas plus cons que les autres. Ils disent, écoutez, notre boîte, elle nous dit d'utiliser ça, c'est pourri, ça marche pas bien, ça répond pas à mes besoins, à mes contraintes. À côté, j'ai un outil qui semblerait-il améliore un petit peu tout ça, je vais l'utiliser. Et tant pis,
si je me fais choper ou pas. Et en fait, ces boîtes-là, elles ont ce besoin aussi de formation et de création d'un cadre pour pouvoir proposer un cadre d'outils qui soit adapté et et on en revient à ce côté-là un peu régulation, contrôle, etc. Une boîte a besoin aussi de contrôler ce qui est utilisé parce que ça peut poser des problèmes au-delà du simple questionnement philosophique de est-ce que je laisse tout le monde faire ce qu'il veut ou au contraire je mets un cadre strict. Il y a ni plus ni moins que des enjeux de sécurité, de confidentialité réglementaire et juridique liés à l'usage d'outils qui ne seraient pas du tout bons à utiliser dans un certain nombre de cadres. Moi, j'ai souvenir, par exemple, de directives assez fortes poussées à la DSI d'Enedis ou d'EDF qui interdisaient et qui interdit encore aujourd'hui l'usage de certains outils parce que plein de personnes, ils savent que plein de personnes l'utilisent et potentiellement ça fait de la fuite de données à tout bout de champ sur des systèmes qui sont parfois un petit peu critiques. Donc il y a beaucoup cette chose-là qui revient et comme elle venait dans l'IT de manière traditionnelle avant, elle vient sur l'IA avec ce côté-là. On a fait nos expérimentations, on a essayé. La plupart du temps, bon, c'est intéressant, on arrive à jauger un petit peu l'intérêt, mais maintenant, il faut qu'on engage ça d'un point de vue professionnel, qu'on s'outille, qu'on se forme et qu'on ait des personnes qui savent de quoi elles parlent, qui nous aiguillent là-dessus. Et ça, petit à petit, et oser l'IA intervient aussi à ce moment-là où il y a ce besoin de structuration et de maturation du marché à ce niveau-là pour accompagner les gens non pas sur un usage domestique, mais vraiment sur un usage professionnel. Je vois, très, très intéressant. Alors, on n'aura pas le temps de parler du second sujet, mais parlons peut-être de Oser l'IA, justement, ce mouvement-là. On a un peu tendance en France à se bâcher un peu soi-même, c'est-à-dire à dire, voilà, aux États-Unis, c'est génial, ils vont mettre 500 milliards de dollars, ils vont favoriser l'éducation des enfants à l'IA. On voit qu'en Chine aussi, ils investissent énormément dans l'IA et nous, en France, on est obligé de coopérer au niveau européen. On lance un plan pour l'IA 2 ans ou 3 ans après les autres et souvent à contre-courant. On perd nos cerveaux. Alors, on a un modèle Mistral qui, semble-t-il, est intéressant, mais avant ça, on avait l'initiative du CNRS qui a fait rire tout le monde. Ça s'appelait Lucie, je crois. Ouais. Donc, voilà. Alors, Ça, c'est que les gens n'ont pas compris ce que c'était et à quoi ça servait. Ils s'inscrivaient dans un cadre très précis. Parce que je connais bien le sujet. C'était vraiment d'offrir un cadre réellement open voilà, source. ma question, et comme ça, là-dessus, ce sera le mot de la fin, et je vais te laisser le temps de le développer, même si on prend quelques minutes de plus. Jonathan, j'espère, m'en voudra pas. Et ce sera vraiment le dernier sujet. Ma question, donc plus globalement, c'est est-ce qu'on a raison de demander davantage à nos dirigeants sur le sujet et c'est un sujet qui porte aussi bien sur les cryptos, la blockchain, où on a énormément pris de retard, on a perdu énormément de talent, etc. Sur l'IA, est-ce qu'on a raison d'être exigeant et parfois même de leur taper dessus violemment ou est-ce que, selon toi, ils font ce qu'ils peuvent, c'est déjà bien. Enfin, c'est quoi ta position là-dessus qui, j'imagine, sera un peu plus nuancée que ce qu'on trouve sur Twitter. Et c'est pour ça que j'aimerais avoir ton avis sur le sujet. Tu commences à me connaître. Moi, souvent, je rentre pas vraiment dans une case. J'aime pas les cases, déjà de manière générale. LCI, c'est pas ta case, quoi. Mais par exemple, en disant ça, je m'inscris dans une case. Donc après, voilà, le niveau de granularité de la case, on lui donne ce qu'on veut. Non, en fait, pour revenir à ce que tu disais, les deux, mon capitaine, je pense que ils font ce qu'ils peuvent. Moi, aux Elia, j'ai pareil un sentiment ambivalent. Je me dis, ah, enfin, il y a des choses, c'est intéressant, ça bouge, ils essayent. En même temps, je regarde ça un petit peu amusé en me disant, pour l'instant, c'est que de la com. On verra comment ce sera employé et les fruits qui sortiront de tout ça, s'il y en a. Pour l'instant, c'est un grand plan com. Pour avoir été un petit peu aussi informé directement de ça, c'est organisé un petit peu au pied levé et pas forcément avec, comment dire, en restant politiquement correct, mais pas tout à fait. Ça a été un peu le bordel et un bordel organisé. Ce truc-là, on a été prévenu un petit peu au dernier moment, des communications à faire, etc., etc. Tu sens que c'est fait parce qu'il faut le faire. Pour autant, il faudra juger sur pièce par la suite. Moi, je suis assez partisan de ça, même si on peut être critique sur un démarrage de quelque chose. Il faut lui donner sa chance.
voir un petit peu ce que ça donne. Mais pour autant, même si je suis d'accord sur le fait que dans un certain nombre de cas, ils font ce qu'ils peuvent, pour moi, il faut toujours secouer le cocotier. Et rappeler qu'une situation, on peut toujours l'améliorer, il faut toujours l'améliorer, et il ne faut pas se satisfaire d'un petit pas. Hein. Si on en reste qu'à des petits pas, on ne va pas très loin, pour peu qu'en plus ces petits pas, ils n'aillent jamais dans le même sens. Donc pour moi, c'est important de les interpeller. Alors après, le niveau de violence, moi je cautionne pas la violence. Après, on pourrait parler de la violence verbale, mais pour autant de rappeler qu'ils ont des devoirs aussi à leur niveau, c'est important. Et de leur rappeler que, ok, ils ont fait un petit pas, on s'en contentera pas. Il faut qu'il y ait une dynamique qui soit lancée et qu'elle aille quelque part. Et pour ça, effectivement, il faut constamment rappeler, interpeller et réagir à ce qui est fait avec un regard critique. Et j'essaye de garder ce regard critique où je me satisfais pas d'une situation, mais en même temps, j'essaye de faire preuve un peu d'empathie pour comprendre justement dans quoi ils évoluent, quels leviers ils ont, quels leviers ils n'ont pas, pour que ma critique, elle soit, on va dire, pertinente. Parce que reprocher à quelqu'un de ne pas avoir fait quelque chose où il n'a pas de levier pour, si je fais un parallèle un peu grossier, c'est comme de critiquer quelqu'un qui est en fauteuil roulant de ne pas pouvoir marcher. C'est ok, oui, Ouais, mais là, mais tu vois, fondamentalement, il ne pouvait pas de toute façon. Donc, voilà. mais il pouvait pas. La différence avec l'handicapé, quoique hein, le handicap intellectuel et électoral, on pourrait le comparer si tu veux à un handicap physique ou mental, mais j'ai un peu de mal quand même. Et puis surtout, c'est peut-être ne pas parler, omettre à dessein aussi, peut-être aussi ce manque de volonté de faire, parce La que volonté politique, elle fait beaucoup. Hein. là l'handicapé, le pauvre, même s'il voulait, il pourrait pas, tu vois. Autant le politique, quand il décide de ne pas s'emparer d'un sujet, quand il décide de ne pas faire d'économie sur un sujet qu'il pourrait utiliser sur un autre, etc. Là, on est bien sur des choix. Donc, la comparaison avec le handicapé me semble un peu limitée, mais Non, alors elle est limitée à partir du moment où tu considères qu'un politique en avait la possibilité. Mais tu as plein de politiques qui n'en ont pas oui, à la titre possibilité. individuel, oui, d'accord. Non, mais je généralise pas, Ouais. justement, à ce niveau-là, parce qu'effectivement, la comparaison, elle sera en plus complètement bête, effectivement, à ce niveau-là. Non, je considère une personne à un poste, on lui dit, il faut que tu ailles, tu promeuves l'IA, machin et tout, mais on te donne aucun moyen pour le faire. T'as Je pas de vois. moyens financiers et tout. Dis ok, mais en fait, alors oui, peut-être que le terme handicap est pas le plus adéquat. En tout cas, il y a un boulet au pied, à Mais par minima. exemple, le gars en question à qui on donne le rôle et qui va faire semblant sur les plateaux télé ou sur Twitter de s'emparer du sujet et de mener la révolution, il pourrait aussi avoir l'honnêteté. Alors, il faut du courage, il faut avoir aucun agenda politique, hein, bien sûr, mais de dire bah non, en fait, je veux dire. Tu me demandes de faire à manger sans les ingrédients, etc. Et C'est pas mal aussi. ça manque un peu, tu vois. Alors ça, il pourrait le faire. Est-ce que ça serait efficace? Je ne sais pas. Mais le problème, c'est ça, c'est qu'on a des politiques qui, pour des raisons souvent électorales, s'emparent de sujets pour lesquels ils n'ont soit pas les moyens, soit pas les compétences. Et d'ailleurs, bah, Voir les ça deux. avance pas. Ou les deux, ouais. Non, non, mais effectivement, et puis là, on tire quelque chose de fondamental, je pense. C'est quand on choisit de faire quelque chose, pour moi, c'est important de l'assumer. Et moi, ce que j'ai horreur, c'est un peu cette hypocrisie de on s'empare d'un sujet, mais on sait pertinemment qu'on on va pas aller le mener à terme. Ouais. Au moins, moi, ce que je leur demande, c'est quand vous vous emparez d'un sujet, allez jusqu'au bout. Allez Ouais, mais jusqu'au la plupart, ils seront plus là jusqu'au bout. Ils seront ailleurs. Il est là le problème. Bon, Michael, merci beaucoup pour cet échange. On a à peu près réussi à évoquer. Non, tu vois, on n'a pas évoqué le quantique, mais c'est pas grave parce que si tu le veux bien, je te réinviterai à l'occasion de chroniques où tu reviendras de toute façon pour les concours de pitch à la rentrée Ouais, que tu fais avec Daniel et moi et les apprenants de. D'ailleurs, on a un bon cru là. Je ne sais pas si tu sais là en ce moment là chez Alira cette session là j'ai l'impression
On a des personnes très motivées et des projets assez intéressants. Alors, Ouais, c'est pas trop de teasing, mais effectivement, ouais, dans les bruits de couloir que j'ai, il y a j'ai des belles l'impression choses. qu'on a Il y a des un belles bon choses. cru Mmh. dans cette session Bernie, je sais pas quoi. Évidemment, Berners-Lee. je sais pas c'est qui, moi, c'est Bernie. Je l'ai appris à l'IRA, mais j'ai oublié. Voilà. Bon, en tout cas, Michael, merci beaucoup vraiment d'être venu dans l'émission. Je vais te souhaiter plein de bonnes choses pour la suite, Merci évidemment, beaucoup. dans les différentes activités que tu fais. Et puis, je te dis à très bientôt. Yes, merci beaucoup à toi, hein, Jérémy, et à très bientôt, comme tu l'as dit. Et ciao tout le monde. Salut, Michael. Bye Ciao, bye. ciao. Alors, vous restez avec nous, hein, parce qu'on va maintenant passer à la chronique Tradfi, chronique organisée chaque semaine par mon ami Jonathan. Il va venir nous raconter un petit peu l'actualité de la finance traditionnelle et du marché crypto, évidemment. Mais avant ça, je vous rappelle que vous pouvez bien, nous soutenir sur le Tipeee qu'on a lancé et dont vous pouvez trouver le lien en description de la vidéo sur YouTube. Vous l'avez également ici qui déroule juste en bas. Et en fait, vous pouvez nous soutenir à partir de 1 euro si vous aimez ce qu'on fait et nous soutenir, et nous pousser à continuer à produire ces contenus 3 fois par semaine en direct chaque matin. Et merci évidemment à toutes celles et ceux qui ont déjà fait un don sur ce